Pourtant, le VIH-Sida est toujours là. Il est toujours là et vous le voyez sur cette diapositive, parmi les maladies infectieuses, il compte encore en 3e position des maladies infectieuses mortelles. Donc nous pouvons faire mieux. Nous pouvons encore faire mieux que ce que nous avons fait. Et nous pouvons faire mieux si nous arrivons à tester plus tôt, à traiter plus tôt et à maintenir les patients sous traitement. Je vous montre cette diapositive pour passer plusieurs messages. Le premier, c'est que la majorité des personnes qui sont infectées par le VIH ne sont pas encore traitées. Plus de 20 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux antirétroviraux, même s'il y a eu de gros progrès et qu'à peu près 10 millions de personnes aujourd'hui dans le monde sont sous antirétroviral. Deuxième message, selon les pays, selon les régions, 20 à 50 personnes, de personnes qui sont infectées par le VIH ne savent pas qu'elles sont porteurs du virus VIH. Conclusion, elles continuent à transmettre aux autres puisqu'elles ne savent pas qu'elles sont porteurs du virus. J'aime parfois poser la question à une salle, 50% de personnes qui ignorent leur statut d'infection. Est-ce que vous pensez que c'est Dakar ou c'est Washington DC? Et bien sûr, la salle me répond, c'est Dakar. Eh bien non, c'est Washington DC. Dakar et le Sénégal a mis en place des programmes particulièrement efficaces et eux, ils sont plus aux alentours de 30%. Je pose aussi la question pour l'adhérence au traitement, puisque là aussi, selon les régions, quand on regarde sur le long terme le succès virologique, c'est-à-dire la capacité du traitement de supprimer le virus, eh bien, on a des variations de 25 à 60% de succès virologique sur le long terme. Là encore, souvent on me répond, bien sûr, le succès minimal, 25%, c'est le continent africain. Certes, c'est vrai, et parfois même moins, comme vous le voyez ici sur cette diapositive où on voit que l'adhérence au traitement au Mozambique est plus faible qu'aux États-Unis. Mais vous voyez aussi que les États-Unis, c'est 25%. Donc ça n'est pas parmi les pays qui font mieux, loin de là. Tout ça nous indique que le principal défi que nous avons aujourd'hui, c'est plus un défi scientifique. Ici, il faut absolument améliorer le taux de couverture du dépistage et avoir un meilleur lien entre le dépistage et le soin et la prise en charge des patients. Le diagnostic de l'infection et l'initiation du traitement est malheureusement encore trop souvent tardif. C'est vrai que dans les pays à ressources limitées, on s'aperçoit que les patients, même si l'OMS a recommandé de prendre en charge les patients lorsqu'ils ont encore un taux de CD4 plus élevé de 500 aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, les patients arrivent à l'hôpital avec un taux de CD4 très faible, ils ont déjà un sida avéré parce qu'ils n'ont pas été dépistés au préalable. Donc là, il s'agit réellement d'un problème de prise en charge et d'améliorer les interventions et puis après retenir les patients dans les soins. Alors c'est un véritable défi, tester, traiter tôt et retenir dans les soins et ce défi, il est à associer à la prévention puisqu'on sait que ce traitement, c'est aussi la prévention. Alors ce sont des défis sociétaux, ce sont des défis structurels, ce sont des défis comportementaux. Il faut continuer à renforcer les systèmes de santé, il faut continuer pour les politiques à investir au niveau international. Nous avons besoin toujours d'une volonté politique pour essayer de combattre cette épidémie. Il est clair que dans les pays
il faut qu'il y ait des leaders, et on voit très bien que dans les pays où il y a des leaders locaux, et bien sûr, j'ai en tête le Cambodge qui compte parmi les bons élèves de la région sud-est asiatique, qui a réussi à traiter tous les patients qui avaient besoin d'un traitement avec un taux de CD4, en tous les cas, tel que l'OMS le recommandait au préalable. Eh bien, oui, avoir des leaders dans les pays, c'est réellement un des défis. Avoir des politiques nationales qui intègrent toutes les composantes nécessaires à la lutte contre le sida, avoir des programmes qui associent à la fois les communautés, les intervenants, les chercheurs, tous les professionnels de santé, et puis je le répéterai sans arrêt, lutter contre la stigmatisation, la discrimination, car si les patients ne vont pas se faire dépister, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du test, ils ont peur surtout du regard des autres, ils ont peur encore aujourd'hui du rejet de la société. Les nouveaux objectifs de l'OMS et de l'ONU de SIDA pour 2030, c'est les 3,90. 90, 90, 90, 90% de dépistés, c'est-à-dire 32 millions supplémentaires de personnes dépistées, 10% de personnes traitées, 29 millions en plus de ceux qui sont traités aujourd'hui, 26 millions de personnes contrôlées à 90% parce que sous-traitées. Ce sont les nouveaux objectifs pour 2030. Va-t-on y arriver ? Ça sera dur, mais en tous les cas, il faut essayer d'y arriver avec de nouvelles initiatives mondiales, notamment pour traiter, dépister et pour traiter précocement. Et puis, il faut la recherche. Il faut la recherche parce que pour répondre à ces défis, si on n'y arrive pas, il faudra de nouveaux outils de prévention, de nouveaux outils de traitement, de nouveaux outils de prévention. C'est bien sûr le vaccin. Le vaccin, nous n'en avons toujours pas aujourd'hui. Mais la recherche est en train d'avancer avec des progrès significatifs au cours de ces dernières années. Une recherche qui personnellement me plaît beaucoup mieux parce qu'elle est basée sur un rationnel scientifique et pas sur une recherche uniquement empirique comme ça l'était au début des années 80 et je dirais jusqu'à à peu près 2008-2009. Là, il y a des résultats encourageants, notamment avec la construction d'anticorps extrêmement efficaces par nos collègues américains et qui se révèlent extrêmement puissants pour protéger dans des modèles animaux. Et puis, il faut de nouveaux traitements. Il faut des nouveaux traitements parce que, et je le dis souvent, qui rencontrent et qui suis au contact des personnes vivant avec le VIH, je leur demande souvent qu'est-ce que vous attendez, nous chercheurs, puisque vous allez bien sous antirétroviraux, vous avez une vie quasi normale, une espérance de vie quasi normale, et ils me répondent tous à 90%, Françoise, un traitement qu'on pourrait arrêter. Un traitement qu'on pourrait arrêter. Après, ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Puisque vous allez bien. Et ils me disent parce que tant qu'on est traité, on a peur. On a peur d'infecter les autres. On a peur de prendre nos médicaments devant les autres. Donc, encore une fois, ils sont marqués par cette discrimination, cette stigmatisation, y compris sur le traitement. Alors, c'est notre responsabilité à nous, chercheurs, d'essayer de développer ces traitements du futur qu'ils pourraient arrêter. Il le faut aussi parce que sur le long terme, un pourcentage de patients significatif sous traitement développe ce que l'on appelle les comorbidités sous antirétroviraux, à savoir, ils développent des cancers, ils développent des maladies cardiovasculaires, ils développent des maladies du vieillissement précoce, des troubles du métabolisme sur le long terme sous traitement, et que l'on commence à savoir pourquoi. Il y a la part des médicaments, mais il y a aussi la part d'infection VIH qui, sous traitement, ne restaure pas
entièrement la défense immunitaire et sous traitement, il y a un résidu d'inflammation qui pourrait jouer un rôle dans ces comorbidités. Donc il est clair qu'il nous faut d'autres médicaments pour le futur. Et d'autres médicaments, elle arrivera avec les nouvelles générations de chercheurs qui auront des idées créatives. Elle viendra aussi d'une interaction plus forte entre les chercheurs du VIH-Sida avec des chercheurs travaillant dans d'autres domaines. Elle viendra aussi d'une collaboration plus forte entre le privé et le public. Elle viendra aussi d'une meilleure coordination internationale. Pourquoi chercher un traitement qui guérit? Il est indispensable aujourd'hui, car vous le voyez sur cette diapositive, pour 3 patients qui sont mis sous traitement, il y a 5 nouveaux cas d'infection dans le monde, un total de plus de 2 millions de nouvelles infections par an dans le monde. Vous le savez, nous avons vécu une crise économique mondiale avec des investissements qui sont de plus en plus difficiles à avoir, limités, y compris pour le Global Fund, pour le Fonds mondial. Or, selon les nouvelles recommandations OMS, en plus des 24 milliards de dollars nécessaires pour mettre les patients sous traitement avec des CD4 à 350, maintenant à 500, il faut 7 milliards de plus. Comment va-t-on faire sur le long terme? J'ai parlé des besoins des patients en termes de stigmatisation sous traitement, les difficultés pour eux d'adhérer au traitement sur le long terme, et en particulier les adolescents. C'est un gros problème aujourd'hui dans le monde. Les enfants qui sont nés infectés par le VIH, qui arrivent à l'adolescence et qui sont sous traitement, souvent à l'adolescence, arrêtent leur traitement. Et ça pose un énorme problème au niveau mondial. La mortalité significative des patients sous ARV, environ 8 à 10% d'entre eux qui développent ces pathologies que j'évoquais il y a un instant, et puis le fait que si on a un nouveau traitement, lui aussi sera efficace pour la prévention. Alors ces nouvelles stratégies, comment faire? Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, car pour guérir du VIH, il faut mieux comprendre pourquoi sous antirétroviraux, il faut garder ces antirétroviraux à vie. Vous le voyez sur cette diapositive, que lorsque les patients arrêtent leur traitement, il y a un rebond du virus. Ce rebond du virus, on sait pourquoi aujourd'hui. On sait que c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les réservoirs de virus. On peut un peu comparer, je dirais, à un barrage sous antirétroviraux. Le barrage et le réservoir du barrage est contenu, et donc le virus n'est pas déversé. Dès l'arrêt des antirétroviraux, eh bien, le virus recommence à se multiplier et à nouveau, il y a une réplication du virus. Donc, il faut atteindre ces réservoirs de virus, c'est-à-dire, en quelque sorte, purger le réservoir, le purger complètement, le mettre à sec, si on veut réellement totalement éliminer le virus du corps. J'ai tendance à dire c'est quasiment mission impossible, mais ce qui n'est certainement pas mission impossible, c'est d'arriver au moins à cette situation, de limiter le réservoir de virus de façon à avoir encore du virus dans le corps, mais avoir des patients en rémission. Ça doit être envisageable, malgré ces réservoirs de virus qui sont cachés et qui sont persistants dans l'ensemble du corps. Vous voyez les différents compartiments du corps dans lesquels sont ces réservoirs viraux, le sang, les intestins, tous les organes lymphoïdes, le cerveau, les organes génitaux et bien d'autres. De nombreuses cellules sont décrites aujourd'hui être des réservoirs de virus, c'est-à-dire de garder le virus à l'état caché, dormant dans le génome de la cellule. Ce sont soit des cellules TCD4 mémoire, des sous-populations de CD4 mémoire, soit des cellules monocytes ou des macrophages, et soit même des cellules souches qui ont été aussi démontrées comme étant des cellules réservoirs. On sait aussi que le virus reste caché soit parce qu'il est incapable de se diviser, il est défectif, dit-on, soit il est
il est caché, mais il est compétent, c'est-à-dire qu'il est capable d'être réactivé de la cellule et de se multiplier, et c'est pour ça que le virus redémarre. L'état des réservoirs, des cellules réservoirs, elles sont soit au repos, soit ce sont des cellules activées. Lorsqu'elles sont au repos, ces cellules, vous le voyez ici, survivent, et survivent très longtemps, donc se maintiennent au cours du temps. Ces cellules sont capables de proliférer, et on se retrouve dans une situation qui n'est pas si loin de celle du cancer. La cellule qui porte le virus à l'état latent prolifère comme une cellule cancéreuse, et elle porte le virus en elle-même, et ce virus peut être réactivé, et donc avec un redémarrage de la réplication du virus dans le corps. Alors si on pense que, bien sûr, éliminer totalement toutes ces cellules réservoirs et ce virus caché dans ces cellules, c'est un peu mission impossible puisqu'ils sont partout. Mais on pense qu'une rémission, c'est au moins possible pour différentes raisons. Premièrement, on a l'exemple des singes d'Afrique. Les singes d'Afrique sont porteurs d'un virus très proche du virus du sida, qu'on appelle SIV par analogie, et ils ne développent pas la maladie sida en Afrique. On sait que, en fait, ce qui les différencie par rapport aux infections pathogènes, celles qui vont provoquer le sida, eh bien, ces singes ont une activation de leurs cellules immunitaires qui est atténuée. On sait que tout se passe chez ces singes très tôt après l'exposition au virus. On sait en effet qu'il n'y a pas on appelle translocation microbienne, c'est-à-dire une destruction au niveau de l'intestin qui laisse passer un certain nombre de bactéries qui vont entraîner une activation anormale des cellules et à terme d'ailleurs une destruction de l'intestin. Donc, clairement, l'activation, l'inflammation qui persiste sous antirétroviral est important à prendre en considération si on veut développer un traitement et induire une rémission. La seule preuve aujourd'hui de concept que l'on a d'une possible guérison, c'est le fameux patient de Berlin, Timothy Brown. Timothy, il a reçu un traitement très particulier, non envisageable à large spectre, puisqu'il a reçu plusieurs transplantations de cellules souches de moelle osseuse d'un donneur tout à fait particulier qui présentait une mutation dans un des récepteurs majeurs du virus du sida, qui est une mutation qu'en plus on ne trouve que chez les Caucasiens. Et donc ça n'est absolument pas envisageable à large échelle. Il a reçu ce traitement parce qu'il avait développé une leucémie. Il était VIH positif, il a arrêté son traitement. Aujourd'hui, on ne détecte plus de virus chez Timothy Brown, tant au niveau du sang qu'au niveau d'un certain nombre de tissus qu'il accepte, pour lesquels il accepte gentiment d'ailleurs des prélèvements pour la recherche et pour faire avancer la recherche. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. Par contre, il y a des cas un peu moins exceptionnels, très rares, dont on apprend aujourd'hui beaucoup. Ce sont d'une part les contrôleurs du VIH, les contrôleurs naturels du VIH, qui sont des patients qui sont infectés depuis plus de 16 ans, qui n'ont jamais reçu le moindre traitement antirétroviral, qui contrôlent naturellement leur virus, puisqu'ils ont une quantité de virus dans le sang, une charge virale non détectable. On détecte le virus et on sait qu'ils ont des réservoirs viraux, mais en quantité extrêmement faible. On sait qu'ils ont une réponse immunitaire particulièrement efficace, TCD8+, qui est capable d'éliminer les cellules infectées par le VIH. On sait qu'il y a un fond génétique chez ces patients et que c'est lié justement, ce fond génétique, à cette réponse immunitaire particulièrement efficace. Et donc, on apprend beaucoup de ces contrôleurs du VIH pour définir des stratégies thérapeutiques du futur. Nous apprenons aussi beaucoup d'une nouvelle petite proportion de patients que nous avons décrits en France, que nous appelons les patients Visconti. Eux, c'est un contrôle induit
car ils ont été détectés extrêmement tôt après exposition au virus. Ils ont développé une infection aiguë extrêmement symptomatique. Ils ont été consultés leur médecin leur a proposé un test de dépistage et ils étaient VIH positifs et ça expliquait leurs symptômes très précocement après l'exposition au virus. En fait, ils ont été dépistés dans les 10 semaines qui suivaient l'infection. Le médecin, bien sûr, les a traités immédiatement. Ils ont reçu le traitement pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ils avaient une charge virale indétectable, des CD4 qui étaient redevenus normaux, et ils ont dit à leur médecin, est-ce qu'on peut arrêter ? Est-ce qu'on peut arrêter ? Et le médecin leur a dit, oui, pourquoi pas, mais on va surveiller régulièrement. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont arrêté leurs antirétroviraux, et ils se portent toujours bien. Il y en a simplement un d'entre eux qui a rechuté, un autre qui a développé un cancer, mais qui a toujours une charge virale indétectable, et ça ne semble absolument pas lié au fait qu'il contrôle toujours son infection VIH. Donc nous apprenons beaucoup de ces patients, et pour nous, ils sont au moins tant les contrôleurs naturels qu'induits par le traitement antirétroviral précoce. Ce sont des preuves de concept qu'une rémission est possible.